Salut, c'est le moment de votre revue de presse des actualités que j'ai cueillies à la main pour vous aujourd'hui. On commence avec l'Argentine, évidemment, un long texte de François Brousseau sur le site de Radio-Canada qui explique un portrait un peu de la situation en Argentine. Et il dit que, bon, ben, Milei, là, l'espèce de sauté de la calotte qui a été élu, ben, il est là parce que les gens étaient en colère contre l'économie qui va très mal en Argentine. Donc, ils ont choisi ce monsieur qui, je vous le rappelle, communique avec le Seigneur par l'entremise de son chien décédé qu'il a cloné en 5 exemplaires. Donc, il y a 5 chiens en ce moment qui sont ses conseillers. Nous dit-il. Et lui, il se promenait avec une scie mécanique pendant la campagne pour dire qu'elle allait chopper partout dans l'économie argentine, dans le gouvernement argentin. Il a fait une vidéo aussi où il montre qu'il va flusher tous les ministères, éducation, statut de la femme, etc., sac ça au vidange. Puis d'ailleurs, vous pouvez le voir ici avec sa belle chainsaw. Il a l'air d'un bon gars. Autre texte, ben, l'étoile d'Éric Duhem-Pally, c'est dans Le Devoir, mais tous les journaux en ont parlé aujourd'hui. C'était le congrès du Parti conservateur du Québec en fin de semaine. Éric Duhem a obtenu 77% lors du vote de confiance. C'est pas très bon. Il nous avait dit d'avance que ça allait peut-être pas être aussi hot que le vote de confiance de François Legault, de Paul Saint-Pierre Plamondon, qui était dans des 98%, quelque chose comme ça. Il y a de la grogne à l'intérieur du PCQ. Mais c'est quand même assez étonnant que les gens du PCQ veulent flusher. En tout cas, il y en a une partie qui veulent se débarrasser d'Éric Duhem. Je veux dire, c'est lui qui a mis ce parti-là sur la map. C'est la seule raison pourquoi les gens s'intéressent encore à ce parti-là, parce qu'Éric Duhem est capable d'attirer l'attention. Mais bon, ils sont un peu en chute libre et ils ont perdu 40 000 membres depuis un an ou depuis les dernières élections. Il y en avait 60 000, puis là, ils sont descendus à 20 quelques mille. Et d'ailleurs, Éric Duhem, il s'est réjoui sur Twitter de la victoire de Milei en Argentine. Donc, je ne comprends pas comment tu peux appuyer un gars qui est aussi freak. Je veux bien croire là, qu'ils ont des idées semblables, mais à partir du moment où tu parles à ton chien décédé par l'entremise d'une médium, qui lui est en contact avec Dieu, mais peut-être que moi, en tout cas, je me garderais une petite gêne d'appuyer ce genre de personnes-là. Et toujours dans les gens un petit peu fuckés, il est question de la République biblique de Mike Johnson dans la presse. C'est un texte de Richard Etu. Et il a interrogé un théologien qui dit que ce genre de personnes-là, comme Mike Johnson, qui est très, très religieux, il cherche à établir aux États-Unis une république biblique fondée sur les principes de la Bible. Mike Johnson, il cite souvent la Bible. C'est son guide, dit-il, la Bible. Je vous rappelle qu'il y a quand même des choses bizarres dans la Bible. Hein? C'est un livre écrit il y a 2000 ans, puis ça met en vedette des genres de magiciens qui marchent sur l'eau, puis tout ça. Puis ça, c'est ton guide dans la vie. C'est un petit peu spécial. Un texte de Marc Durand sur marcdurand.ca. Marc Durand, c'est un journaliste sportif que je connais un peu, que je connais bien, très sympathique. Et il écrit un texte, il y a un autre angle sur l'histoire de la venue des Kings à Québec. Il dit qu'il y a peut-être un lien avec l'entente qui lie AEG, qui sont propriétaires des Kings, et le Centre Vidéotron, une entente qui vient à échéance cette année. Et il se demande si peut-être que le fait de donner de l'argent aux Kings, c'est un peu pour les séduire, pour qu'ils renouvellent cette entente-là, parce que AEG produit beaucoup de spectacles au Centre Vidéotron, dont Metallica, entre autres. Donc, ils ne veulent pas perdre cette entente-là. Allez lire ce texte-là. On a aussi, dans l'actualité, David Desjardins qui fait toujours des jolis textes. David Desjardins, là, il nous parle de la pression d'être une bonne personne. Hein. On a beaucoup cette pression-là dans la vie. On inculque cette pression-là à nos enfants aussi. Donc, il dit on n'est pas obligé de toujours être parfait. Puis des fois, c'est correct aussi de penser à nous avant de penser aux autres. Dans Le Devoir, l'occasion ratée d'Hydro-Québec, un texte de Alain McKenna. Il dit que Hydro-Québec ne fait vraiment pas beaucoup dans l'innovation. En fait, au Québec, au Canada, on a très peu
on a très peu de revenus liés à la propriété intellectuelle, donc on n'a pas beaucoup de brevets, ça ne nous rapporte pas beaucoup. Et Hydro-Québec, vu que c'est tellement facile ici, l'hydroélectricité, avec les barrages, tout ça, ben, on dirait qu'ils ont perdu un peu leur capacité d'innover. Assez intéressant. Et dans le Radio-Canada, toujours à propos d'Hydro-Québec, Fitzgibbon, sur l'autoproduction d'électricité, il dit ce n'est que le début, parce que, bon, la semaine passée, on a appris qu'il y a des entreprises, il a permis à certaines entreprises d'autoproduire leur électricité avec des éoliennes ou des panneaux solaires. Mais là, on se rend compte que ben, cette autoproduction-là, c'est pas comme s'ils mettaient des panneaux solaires sur le toit de leur usine. Là. C'est à des kilomètres de leur usine, ils installent des éoliennes. Puis là, c'est comme si c'est plus Hydro-Québec qui leur fournissait l'électricité, ils le faisaient eux-mêmes. C'est un petit peu... c'est comme un cheval de Troie, peut-être, pour ces industries-là. Puis... on se demande si c'est... Il y a beaucoup de gens qui contestent ça. D'ailleurs, la semaine passée, il y avait une discussion entre Nathalie Normando et Luc Ferrandez au 98.5. Puis Nathalie Normando, elle disait, on laisse les entreprises harnacher notre vent, utiliser notre soleil. Bon, je ne sais pas si on peut dire que le soleil est spécifiquement québécois, mais quand même, il y a quelque chose là-dedans. Il faudrait plus s'intéresser à ça. Dans la presse, il y a une entrevue avec Dominique Olivier. En fait, il y a eu des entrevues avec Dominique Olivier un petit peu partout. Elle dit « Je n'ai pas volé, je n'ai pas fraudé ». Puis il y a un bout quand même intéressant où elle dénonce Denis Coderre. Denis Coderre qui a dit que ça n'avait pas d'allure d'aller faire un voyage au Mozambique, entre autres, ce que Dominique Olivier a fait il y a quelques années. Puis elle dit elle est allée là, au Mozambique, à la demande de Denis Coderre. Fait que c'est un petit peu ironique. Puis il a dit que c'est un peu raciste aussi de la part de Denis Coderre de dire qu'il ne se passe rien au Mozambique, comme si, vu que c'est en Afrique, ben, ils ne sont pas bons en consultation publique. Ça ne veut pas dire nécessairement ça. Je laisse avec ces accusations de racisme. Je ne me mêlerai pas de ça. Ensuite de ça, dans la presse, il est question de la verdure urbaine au Canada qui est en décroissance. Au Québec, les grandes villes ont affiché un indice de verdure de 77,8 en 2023 contre 83,9 en 2000. Et ça, c'est quand même inquiétant parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point la verdure dans une ville, ça change beaucoup de choses. Ça a une grande influence sur la santé des gens. Si tu habites dans un quartier où il y a plein d'arbres, où il y a des parcs, ben, ça a un impact sur ta santé parce que, bon, il n'y a pas d'îlot de chaleur, la température est plus basse, l'air est meilleur, etc. Donc, il y a vraiment des impacts précis sur notre santé, dans notre quotidien. Puis ça a aussi une influence, évidemment, sur les changements climatiques, mais c'est ça. On ne fait pas nécessairement ce lien-là, fait qu'on s'en fout un peu des fois, mais ça a vraiment un gros impact. Puis il faudrait y penser plus quand on planifie nos villes. Ah oui, dans le Journal de Montréal, fin du livret de caisse dans les caisses populaires. C'est un deuil pour certains clients. Semble-t-il qu'il y a encore 270 000 personnes qui utilisent le livret de banque. Et là, il y a des personnes âgées la plupart du temps, qui se plaignent de ça. Elle dit, avec le livret, on avait le reçu de nos transactions tout de suite plutôt que d'attendre à la fin du mois. Bon, c'est des gens qui probablement se sont dit qu'il était rendu trop vieux pour apprendre comment ça fonctionnait, Internet, ce qui est peut-être le cas, c'est leur choix, là, mais je pense que de nos jours, tu n'as pas bien le choix d'apprendre ça, puis que ce soit... C'est pas... faudrait en fait plus épauler nos personnes âgées là-dedans parce que c'est pas si compliqué que ça au final. Mais bon, c'est la fin du livret de caisse. J'ai mis une vidéo dans cette infolette. Je vous rappelle que pour voir tous les liens dont je vous parle, accéder à tous les liens dont je vous parle en ce moment, il faut s'abonner à l'infolettre aster.ca, asteure.ca. Et là-dedans, il y a la vidéo de Marc-Antoine Dequoy qui était très content hier d'avoir gagné la Coupe Grey, mais qui avait aussi un message envoyé au reste du Canada en leur disant tout est en anglais ici, personne ne se soucie du Québec, ils sont même trompés, ils ont écrit que c'était Toronto contre Winnipeg, la finale de la Coupe Grey à TSN. Ils envoient chier un petit peu en ce moment. C'est quand même assez satisfaisant. Et enfin, en anglais, un texte sur Elon Musk qui veut envoyer des poursuites thermonucléaires contre Media Matters,
qui est un média qui surveille un peu ce qui se dit justement dans les médias aux États-Unis et qui a un petit peu parti une campagne contre Twitter parce que il y avait des propos antisémites, tout ça. Puis là, il y a des publicitaires comme Apple, IBM, il y en a plein, Disney, NBC, qui ont décidé de se retirer de Twitter, d'arrêter de faire de la publicité sur Twitter. Et Elon Musk dit que c'est à cause de Media Matters et il veut les faire taire. Donc, c'est notre champion de la liberté d'expression absolue. Alors, bravo à Elon et je vous souhaite une très belle journée.